اوكي. دكتور، اهم. بونسوار. Bonsoir. نحن جاهزين بس تكوني جاهزة حضرتك. إذا نبلشوا؟ إذا بترتاحي هلأ فينا نبلش أكيد. Très bien. أحيي الجميع وأتمنى أن تكونوا جميعا بخير وبصحة جيدة. آه، سأتكلم عن معنى الصدمة النفسانية والاختلاف اللي وقع بين فرويد وفيرانكسي حول الصدمة. يعني نحن نجتاز مش فقط يعني على مستوى لبنان أو فرنسا، في العالم كله. يعني هذا الكورونا فيروس عمل هزة قوية في نفس الإنسان، وبطبيعة الحال كاين قلق وكآبة وأشياء من هذا النوع وقلة نوم، يعني أشياء يسببها الكورونا فيروس. فلهذا السبب اخترت هذه المسألة العلاقة بين الصدمة النفسانية والتصرفات الإنسان. فسأتكلم بالفرنسية لأني كما شرحت لهبة وعلي لغة التفكير عندي هي الفرنسية. Et donc là, je vais commencer. Mais pour commencer, je vais donner 3 cas cliniques. 3 cas cliniques, le cas de Christophe, le cas de Sophie et le cas de Bernard. Christophe, d'abord, c'est quelqu'un qui a 35 ans. C'est un chauffeur de camion et il est venu me voir à l'hôpital sur le conseil d'une assistante sociale. تسمعوني؟ D'une assistante sociale. وي Donc, دكتور عم نسمعك. donc, il traversait la France de long en large parce que c'était un camionneur, un chauffeur de camion. Il vit la nuit, il parcourt des kilomètres. Il voyait à peine ses enfants et sa femme qui, un jour, elle était fatiguée de ses absences et elle a décidé d'aller vivre auprès de sa famille, ici en France, en Bretagne. Donc, dit-elle, laissant son mari à ces kilomètres. C'est là où Christophe vient me voir et il raconte l'histoire qui est la suivante. Il dit qu'il a été recueilli dans une famille d'accueil et qu'il a fait beaucoup de familles d'accueil. Combien? Il ne s'en souvient pas, mais il dit beaucoup. Des placements qui se passent très très mal. Il ne se sentait pas bien au sein de la famille d'accueil. Donc il dit, ce sont des familles qui sont payées pour garder un enfant ou des enfants. Donc je ne me sentais pas aimée. Donc ces placements l'interrogeaient toujours sur sa propre famille et puis sur son sentiment de mal-être. Et cette question, pourquoi est-ce qu'on m'a abandonné? Pourquoi est-ce qu'on m'a abandonné? C'est une question qu'il me répétait en permanence. Et donc, il raconte l'histoire suivante. Il a été déposé devant la DAS. Après, l'assistante sociale lui a raconté, en fait, son histoire. Il a été recueilli donc par une personne de la DAS et il a appris plus tard par l'assistante sociale qu'il avait un frère et une sœur, que ses parents n'étaient pas des parents qui n'avaient pas quoi manger, c'est-à-dire que ce n'est pas la pauvreté qui a poussé les parents à le déposer à la DAS. Et donc, les parents ont gardé le premier garçon, la troisième, et lui, on l'a déposé. Donc, c'était là. Il en parle en termes de choc. Il a dit, j'ai reçu un choc parce que je pensais que mes parents étaient morts,
je pensais que ma mère m'a eu avec quelqu'un et qu'il l'a abandonnée et donc elle n'avait pas de quoi me nourrir et elle m'a déposé à la DAS. La DAS, يعني ملجأ الأيتام في فرنسا. Il y a ملجأ الأيتام. Et donc, il n'arrive pas à comprendre le pourquoi de l'abandon. Et puis il dit, pourquoi moi? Yani, pourquoi pas mon frère? Pourquoi pas ma sœur? Et pourquoi pas moi? Donc, en fait, cette question-là était sa question et il n'arrivait pas à trouver des réponses. Et pendant qu'il faisait ses kilomètres comme ça, nocturnes, donc la nuit, est-ce que, moi je me suis posé la question, est-ce qu'il cherchait la maison parentale à faire tous ces kilomètres et à traverser la France de long en large? Et donc, la question qui était la sienne, c'est cette question-là, est-ce que j'étais aimée? Si j'avais été aimée, on m'aurait gardée. Première question. Deuxième question, qu'est-ce que j'ai fait? Si j'avais fait quelque chose, on m'aurait puni, mais on ne m'aurait pas abandonnée. Donc, on voit bien là qu'il s'agit d'un traumatisme réel dû à un abandon et ses capacités psychiques n'arrivaient pas à trouver un sens à cet abandon. C'est-à-dire que la question qui est la sienne butait sur le sens. Quel sens donner à cette histoire? Mes parents ne meurent pas de faim, ils sont encore ensemble, ils sont mariés, ils vivent avec mon frère et ma sœur. Pourquoi moi? Pourquoi m'a-t-on abandonné comme ça à la DAS? Donc, il apprend, ce que j'ai dit, des parents normaux, travaillant normalement, je mets tout ça entre parenthèses, normaux, normalement, élevant les deux autres enfants normalement, donc pourquoi moi? Sa question restait sans réponse. Il était incapable de s'inscrire dans un lieu et c'est pour ça que, et d'une façon inconsciente, il a choisi ce métier de chauffeur de camion qui le faisait traverser les kilomètres et il allait de département à département, de ville en ville sans arrêt. Donc, il était incapable de s'inscrire en un lieu et de se sentir chez lui. Et ce qui était terrible dans son prénom, enfin dans son histoire, c'est qu'il a retrouvé son nom de famille. Il savait qu'il était le fils de, on va dire Matalan, Monsieur Dupont. Il était le fils de quelqu'un. Donc, il avait son nom de famille. Mais le problème, quel était son prénom? Christophe, c'est le prénom que la DAS lui a donné. Mais lui, il dit, quand je suis né, sûrement on m'a donné un prénom. Mais quel est mon prénom? Donc, c'est vraiment une histoire qui était épouvantable. Les parents, est-ce qu'ils lui ont donné un prénom? Sûrement, dit-il. On ne peut pas laisser quelqu'un sans prénom. Mais, à ce moment-là, quel était ce prénom? Donc, sa femme mettait au monde des enfants. Donc, il avait 3 enfants lui aussi. Et chaque grossesse et chaque accouchement des parents, enfin accouchement de la mère, le mettait face à sa blessure narcissique. Ça veut dire il n'a pas été suffisamment aimé et c'est pour ça qu'on l'a donné à la DAS. Et donc conduire devenait pour lui une forme de recherche et de fuite. Fuir ce qui le mettait face à ce qu'on peut appeler le retour de l'expérience agonistique. Il se sentait exclu d'une famille, donc il ne pouvait pas fonder sa propre famille. À chaque fois qu'il revenait au foyer après les kilomètres traversés, il se sentait extrêmement mal. En même temps, il avait envie de voir ses enfants, mais en même temps, les kilomètres traversés devenaient une tentative de s'approprier l'idée d'une famille. Mais chaque retour qui tentait de mettre en représentation, donc la famille, butait sur ce qu'il n'arrivait pas à s'approprier, à savoir l'échec historique de la mise en représentation. Un jour donc, sa femme est partie avec les enfants et Christophe n'a pas pu reprendre
son travail, sa vie s'est arrêtée. Alors, est-ce qu'il est venu en consultation pour me rendre témoin de ce qui s'est passé, pour me dire que sa vie était anéantie, pour que je l'aide et que je lui dise que moi, je l'aime et donc c'était pour rester en vie. Donc, il est parti, on ne l'a plus retrouvé, il est devenu SDF, sans domicile fixe. Et mes questions à moi, qui étaient bouleversées par cette histoire, quand je dis son domicile fixe, j'ai écrit, mais est-ce qu'il ne l'avait pas toujours été? A-t-il un jour eu un domicile fixe? Et c'est là où on voit que le home, le bait, le manzil, le domicile, c'est plus une représentation psychique que l'habitat est un habitat psychique. Donc, il s'est toujours trouvé exclu, jamais intégré, jamais fixé. Et donc, là, on voit bien que la non-fixité ou bien la non-inscription était due à un traumatisme réel, pas le trauma comme fantasme. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية, on va l'appeler Monsieur B ou Bernard. Je change les noms. Sauf pour Christophe. C'était la seule chose qu'il avait. Donc, je ne change pas de prénom. Alors, Monsieur B a eu un accident sur son lieu de travail. Il travaillait dans une entreprise de voitures. Cet accident, il suffit de lire Freud, provoque un traumatisme. Et donc, il demande à l'entreprise de le dédommager de l'accident. L'entreprise a refusé. Le médecin de l'entreprise a déclaré qu'il était tout à fait apte à travailler. Donc, il ne nécessitait absolument pas ni un dédommagement, ni qu'on le mette en chômage ou en arrêt anticipé. Donc, on disait, mais il peut travailler. Il est allé voir l'assistante sociale qui s'est chargée de son dossier et qui a déposé une plainte au tribunal en disant, c'est un monsieur qui a travaillé dans cette entreprise, il travaille depuis 30 ans, et donc maintenant, il n'a plus la capacité physique ou psychique de travailler et il nécessite un dédommagement. Le procès a eu lieu et le procès, donc la décision de juge, était dans le sens d'une reconnaissance du traumatisme psychique engendré par l'accident. Comme il s'agit de quelqu'un qui n'avait pas de domicile fixe, les chèques allaient au ce qu'on appelle ici en France l'espace territorial, yani al-markaz al-ijtima'i. Donc l'assistante sociale a reçu un chèque d'une somme très importante pour Monsieur B. Elle est allée le voir, ou elle l'a convoqué, elle lui a donné le chèque, Monsieur B a regardé le chèque et il l'a déchiré. Et il est parti et on l'a retrouvé après, SDF, mort dans la neige. Alors, l'histoire de Monsieur B est la suivante. Il est parti d'un pays où existait la dictature. Et dans ce pays, son père a été torturé. Donc, on voit bien que le traumatisme dans un pays d'accueil réveille le traumatisme initial. Et donc, en fait, ce qu'il voulait, c'était la reconnaissance du traumatisme. C'est comme si, psychiquement, il voulait que le traumatisme initial, c'est-à-dire du pays d'origine, reconnaisse la torture et puis ce que son père a pu subir. Alors, est-ce que M. B désirait une réponse pragmatique ou c'était sa manière à lui de poser la
question de ce qui s'est passé historiquement, à savoir son père. Après, je vous parlerai d'un autre cas, celui de Maria. Et il y a Sophie, il y a beaucoup de cas. En fait, tout ça pour dire la chose suivante, que dans l'histoire de la psychanalyse, le concept de traumatisme a une importance capitale. Et Freud, quand il a cherché à expliquer l'hystérie de conversion ou même les psychonévroses de défense qui sont devenues après moitié psychose et moitié psychonévrose de transfert, il s'est arrêté devant cette question du traumatisme. Et donc, le traumatisme pour lui était lié à la théorie de la séduction, ou bien ce qu'on appelle la neurotica. Et l'exemple le plus simple est celui de l'hystérie, à savoir qu'elle a subi une séduction de la part d'un adulte. Et donc, c'était la raison de la maladie, on va dire, ou de la névrose. Et que ça soit dans études sur l'hystérie, ou bien dans ce qu'on appelle esquisse d'une psychologie scientifique, ou bien dans les lettres à Fliss, c'est toujours le trauma qui est responsable de la névrose. Donc ça, c'était la première théorie de Freud. Et c'est toujours le trauma qui est causé par un adulte, et ce trauma est par définition sexuel, disait Freud. Sauf qu'un jour, il va écrire à Fliss. Il, ça veut dire Freud. Il écrit à Fliss, c'est dans la lettre 69. Et en fait, il y a 3 lettres qui se suivent, 69, 70 et 71. Dans ces lettres, il dit la chose suivante à Freud. Il dit, en fait, je ne crois plus à ma neurotica, ça veut dire à ma théorie de la séduction. Parce que, et il donne plusieurs arguments, on ne va pas les dire tous, mais parmi ces arguments-là, c'est une question de statistique. On ne peut pas croire qu'il y ait autant d'abuseurs sexuels, parce que l'hystérique parlait souvent de son père ou de l'oncle. Et il dit, ce n'est pas possible qu'il y ait autant, statistiquement, qu'il y ait autant d'abuseurs sexuels. Et c'est là où il va parler du premier mensonge de l'hystérique, à savoir, ce n'est pas l'abuseur, ce n'est pas l'adulte qui a abusé, mais il ne s'agit que des fantasmes de la patiente hystérique. Mais jusque-là, il ne parle pas du fantasme. Il dit simplement, ça ne peut pas être vrai. Deuxièmement, dit-il, en fait, dans l'inconscient, il n'y a pas vraiment de distinction entre fantasme et réalité. Donc là, il ne s'agit que de quelque chose que l'hystérique a pu imaginer. Ça, c'était dans la première théorie, dans la première lettre, la lettre 69. Dans celle qui suit, comme ça, dans l'histoire de la psychanalyse, il faut voir aussi le rôle de l'auto-analyse de Freud. Freud faisait une auto-analyse et donc il découvrait, on va dire, ce qui se passait dans son inconscient, le refoulait grâce à son auto-analyse. Dans la lettre d'après, la deuxième, il va dire la chose suivante. Il va dire, j'ai reconnu en moi-même une attirance pour ma trème, c'est-à-dire pour ma mère. Donc, il raconte qu'il y avait un voyage qu'il faisait vers Leipzig, donc c'est une ville en Autriche, et donc là, il a eu l'occasion, quand il était petit, de voir sa mère pas vêtue d'une manière à tout cacher, et donc à ce moment-là, il a
éprouver quelque chose pour ce corps maternel. Dans la troisième lettre, donc celle qui suit celle-là, en tout cas dans les anciennes traductions, euh, il va pour la première fois nommer le complexe d'Oedipe. Pour la première fois. Il va dire qu'en fait, ce qu'il a découvert chez les patients et ce qu'il a découvert en lui-même grâce à cette auto-analyse, c'est vraiment quelque chose qui se trouvait dans Oedipe roi et même chez Hamlet. Donc, il donne ces deux exemples de la littérature et c'est pour ça qu'on dit que Freud n'a pas inventé l'Oedipe, il l'a découvert. Il existait déjà euh, dans l'histoire d'Oedipe roi que vous connaissez tous, à savoir que Oedipe a tué son père, a couché avec sa mère et les psychanalystes vont dire juste après Freud que Oedipe a réalisé nos désirs inconscients à nous, ou il était notre inconscient à nous. Mais ce qui est très important dans ce rappel historique, c'est que le traumatisme pour Freud était lié à un abus sexuel survenu dans l'histoire de l'enfant. Ça, c'était la première théorie de la séduction. Et c'est à cause de cet abus d'un adulte qu'il y a une névrose. Et même dans la lettre 52, dans Naissance de la psychanalyse, donc ce sont les fameuses lettres à Fliss, il va carrément essayer de dater, à savoir si l'abus arrive très tôt et si l'abus est subi de façon passive, ça va donner une hystérie de conversion. Si l'abus survient un peu tardivement et que l'enfant éprouve du plaisir, ça va donner une névrose obsessionnelle. Donc, c'était vraiment les premières, on va dire, recherches de Freud et c'est la première théorie de la séduction. Et donc, je répète, dans la lettre 69, qui se trouve dans Naissance de la psychanalyse, il va dire qu'il ne croit plus à sa neurotica. Et donc, c'est quand même quelque chose de très, très important parce que c'est comme s'il fallait abandonner cette théorie de la séduction pour que naisse vraiment la psychanalyse, à savoir la complexité oedipienne, la dimension fantasmatique et la réalité psychique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il fallait absolument rappeler, à savoir que la question de l'hystérique était liée euh, à cet attachement à la personne aimée. Elle est liée à la dimension fantasmatique et à la complexité oedipienne. Mais Freud écrira après l'au-delà du principe du plaisir. Donc, on a dit première partie, marhala al-oula, première étape ou première période, c'est Freud qui croit à sa théorie de la séduction. L'abuseur. Deuxième période, il ne croit plus et donc il n'y a que la dimension fantasmatique qui prime et il n'y a que la complexité oedipienne qui est très importante pour nous, dit-il, et c'est sur ça qu'on doit travailler. Après, il y a le contexte de la guerre, donc contexte que les pays en guerre connaissent, c'est-à-dire la guerre avec son lot d'angoisse, de pauvreté, de précarité, de fragilisation, de vulnérabilité psychique, matérielle, sociale, tout ce qu'on veut. Vraiment, c'est quelque chose de terrible. Et donc, il y a eu la Première Guerre mondiale, 1914-1918. En 1915, il va écrire
considérations actuelles sur la guerre et sur la mort. Et c'est un texte vraiment que je vous invite vraiment à le lire. C'est un texte époustouflant où Freud s'interroge sur pourquoi est-ce qu'il y a autant de sauvagerie pendant la guerre, ce que nous avons vraiment vu. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de sauvagerie? Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'assassinats? Pourquoi l'homme ne reste pas vraiment inscrit dans quelque chose qui s'appelle la culture humaine et il devient comme un animal, voire pire qu'un animal. Donc ça, c'est la Première Guerre mondiale. Et juste après la guerre, en 1919, il écrit L'au-delà du principe du plaisir. Et donc, on va dire que ces 4 années de guerre, sachant que Freud avait ses enfants qui étaient sur le front, ses garçons étaient sur le front, donc il a tremblé pour ses enfants comme n'importe quel père de famille. Et donc, il a écrit L'au-delà du principe du plaisir, et c'est là où vraiment il a révisé encore sa théorie du traumatisme. Et pour la première fois, il va parler du traumatisme réel et non pas du fantasme. Et donc, dans l'au-delà du principe du plaisir, Freud va définir le traumatisme comme une effraction du moi. Et en fait, pas tout à fait du moi, de ce que Freud appelle le par-excitation, c'est-à-dire cette enveloppe qui protège le moi. On va essayer d'imaginer, c'est toujours très, très, très intéressant de voir comment la psychanalyse nous invite à cette capacité imaginative. On ne voit pas le moi comme on ne voit pas l'inconscient, mais il y a un appareil psychique. Et donc, le moi fait partie de l'appareil psychique. On ne peut pas le visualiser. Il dit l'appareil psychique est une fiction, mais on ne peut pas travailler sans cette fiction. Donc, il y a quelque chose comme ça, une espèce de protection du moi qui s'appelle le par-excitation, et donc le traumatisme est défini dans l'au-delà du principe du plaisir, écrit en 1919, comme une effraction, ça casse, ça brise le par-excitation. Et donc, là, le traumatisme est défini d'un point de vue économique. C'est-à-dire qu'il y a un tel flux d'excitation que la personne n'arrive pas à lier psychiquement l'excitation pulsionnelle ou l'énergie psychique. C'était donc la deuxième théorie chez Freud. Et on a continué à travailler avec les deux théories, à savoir la théorie du fantasme pour la névrose et puis la théorie du traumatisme réel, qui est une effraction du par-excitation. Seulement en 1932, Ferenczi a écrit un texte génial. Et Ferenczi, c'était un enfant perturbateur, mais il était le plus génial, l'enfant le plus génial de la psychanalyse. Et il avait avec Freud alaqa hamima, vraiment Freud l'aimait énormément. Et on raconte, parce qu'il y a beaucoup de racontages, on raconte que Freud voulait même donner sa fille Anna à Ferenczi. C'était vraiment un garçon génial. Et Ferenczi, en 1932, a écrit un texte qui est Confusion de langue entre l'adulte et l'enfant. C'est un texte qui se trouve dans les œuvres complètes de Ferenczi. Il a été écrit en 1932. Donc, confusion de langue,
entre les adultes et l'enfant. C'est dans Psychanalyse 4. Et il dit quelque chose d'extrêmement fort dans ce texte. Et ce texte a été d'abord considéré comme une gifle donnée à Freud. C'est là où Ferenczi prend vraiment son indépendance par rapport à la figure du maître, par rapport à Freud. Et il va dire que certains patients, donc le départ du texte de Ferenczi est un départ clinique. En cela, il est très, très, très fort. Pourquoi? C'est parce qu'il s'appuie sur la clinique pour théoriser autre chose. Cette autre chose est la chose suivante, à savoir qu'il y a certains patients qui, dans leur analyse, montrent une extrême soumission, voire assujettissement à l'analyste. Et Ferenczi dit, on n'arrive pas à avancer avec eux. Si on dit ils sont simplement dans le fantasme, ça ne marche pas. Donc, certainement, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de ces patients. Et c'est là où il va réviser la théorie du trauma de Freud et il va essayer de lier les deux, à savoir qu'il y a un traumatisme qui est une véritable effraction du par-excitation, c'est-à-dire des capacités de liaison du moi, et en même temps, c'est un traumatisme réel, c'est-à-dire qu'il y a eu un abus de l'adulte sur l'enfant. Et donc, ce texte donnera l'occasion à Freud de rompre avec Ferenczi, donc c'était vraiment une histoire houleuse entre les deux, et il commence son texte en disant, je vous lis, un adulte et un enfant s'aiment. L'enfant a des fantasmes ludiques, comme de jouer le rôle maternel à l'égard de l'adulte. Ceux qui ont des enfants, qui n'a pas vu son enfant en train de jouer au papa et à la maman, ou bien maman, je vais être le docteur aujourd'hui, ou maman, viens, je vais te soigner, ou maman, je veux me marier avec toi, ou papa, etc. Donc, l'enfant a des fantasmes ludiques, c'est pour jouer à l'égard de l'adulte. Le jeu, dit-il, peut prendre une forme ludique, mais il reste toujours au niveau de la tendresse. Il n'en est pas de même chez les adultes. Donc, pour vous expliquer, je répète, un adulte et un enfant s'aiment. L'enfant a des fantasmes ludiques, comme de jouer le rôle maternel à l'égard de l'adulte. Le jeu peut prendre une forme ludique, mais il reste toujours au niveau de la tendresse. Il n'en est pas de même chez les adultes. Donc, l'enfant est animé par le jeu, l'a'ib. Et dans ce jeu, l'a'ib, il peut proposer à papa, à maman, à l'adulte, d'avoir des relations, mais relations de jeu, yani la'ab atfal. Parce que ce qui anime l'enfant, c'est le langage de la tendresse. L'enfant est dans la tendresse. Il n'a pas à sa disposition psychique le scénario de la sexualité génitale comme chez l'adulte. Il ne connaît pas le génital. Et lorsque nous parlons de la sexualité infantile, c'est une sexualité auto-érotique, elle est orale, anale, c'est je joue avec les moustaches du chat et je lui fais mal, je tire sur la queue du chat aussi, akbash, al'ab, tout ça, vraiment, ce sont les jeux de la pulsion partielle, ou bien je suce mon pouce, ou bien je joue avec mon petit caca, comme ça, comme tous les enfants. Donc, c'est ce qu'on appelle la sexualité infantile, et l'enfant, à cet âge-là, ignore le rapport sexuel génital. Donc, la'ib, comment dire, jinsi wa bari fi nafsi al-waqt. C'est un jeu sexuel et innocent en même temps, mais innocent au sens de il ignore la génitalité. Et donc,
on peut dire, il revient à Freud d'avoir soulevé la question du traumatisme. من البداية, depuis la période pré-analytique 1890, يعني depuis les études sur l'hystérie, les lettres à Fliss, etc. Donc, il revient à Freud d'avoir soulevé la question du traumatisme. Mais c'est Ferenczi qui a approfondi le concept du traumatisme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, parlons du coronavirus, ou parlons de l'harb, ou bien parlons de Boko Haram, ou bien parlons de Daesh, parlons des viols, parlons de tout ce que nous voulons comme catastrophe, ou même des catastrophes naturelles, on ne peut pas ne pas penser en termes de Ferenczi. Pourquoi? Parce que Ferenczi a dit que en fait, le traumatisme ne vient pas toujours d'un fantasme ou bien de la peur de castration ou de l'angoisse de castration, mais il peut venir d'une effraction. Et donc, pourquoi c'est une effraction? Il dit c'est parce que ça arrive trop tôt dans la vie d'un enfant. Et il est prématuré. C'est ce que je vous ai dit. L'enfant n'a pas à sa disposition psychique la génitalité. Il ne connaît que la sexualité infantile. Caresse, embrassade, le jeu avec le petit chien, le petit chat, avec la poupée. Regardez combien de petites filles jouent avec la poupée. Elles frappent la poupée, donc c'est une pulsion de cruauté vis-à-vis de la poupée, mais ça reste quand même une petite poupée. Et parce que l'enfant ne jouait pas de la douleur chez l'autre. C'est pour cela qu'on parle de la sexualité infantile. Donc, Ferenczi dit, il s'agit d'une effraction. Pourquoi est-ce que c'est effractif? C'est parce que ça arrive trop tôt. Elle est prématurée. Et donc là, il dit quelque chose que je traduis de la manière suivante. Il s'agit en fait d'une sexualité qui n'est pas la même. L'adulte et l'enfant ne sont pas animés par la même sexualité et il s'agit de quelque chose qu'on peut dire hétérogène. Ce sont deux sexualités hétérogènes. Donc, pour un enfant, elle est bien entendu excessive et prend la valeur, et c'est là où il dit son terme, de commotion psychique, c'est-à-dire de choc. Ça écrase. يعني كأنك نقولوا كسر له راسه بالمعنى الحقيقي. C'est un choc. C'est une commotion psychique. Comme chez Christophe, quand il apprend que ses parents travaillaient normalement, vivaient normalement, gardaient les enfants normalement et que lui, il a été déposé à la DAS. C'est un choc. Donc, c'est une commotion psychique. Et Ferenczi donne un terme en allemand et il va dire, ça veut dire l'écroulement, c'est très fort, la perte de sa forme propre. Yani le moi perd sa forme propre et l'acceptation facile et sans résistance de tout. Et il va beaucoup plus loin dans ce texte. Et il y a un autre texte après celui-ci qui est le texte sur le traumatisme. Et son texte, ça s'appelle Réflexion sur le traumatisme et c'est un texte posthume. Yani, il a été publié après la mort de Ferenczi. C'est un texte de 1938. Donc, il est venu après, enfin, il a été publié après la mort de Ferenczi et il va dire la chose suivante, que lorsque la psyché, notre pauvre moi, reçoit un choc, il perd toute résistance et il devient, il est tellement écrasé, il devient comme un sac de farine. Vous imaginez, un sac de farine, il dit, ça prend
une forme octroyée. يعني نقولوا له اعمل هيك يعمل هيك، اعمل هيك يعمل هيك. يعني il perd sa véritable forme à lui et ça devient une forme comme un sac de farine circulaire, rectangulaire, يعني طويل, عريض, etc. Donc comme un sac de farine. Et il dit une psyché qui a subi un choc est une psyché anéantie. Et il va définir le choc comme l'équivalent au sentiment, non, pardon, l'équivalent à l'anéantissement du sentiment de soi, de la capacité de résister, d'agir et de penser en vue de défendre son soi propre. La personne n'arrive plus à se défendre. Et là, on peut revenir à Freud quand même. Dans l'au-delà du principe du plaisir, il dit il y a 3 termes. Il y a peur, il y a angoisse et il y a effroi. La peur, c'est toujours peur de quelque chose. أخاف من شيء. C'est la peur de quelque chose de bien précis. J'ai peur de la guerre, j'ai peur de tremblements de terre, j'ai peur du manque de nourriture, j'ai peur de quelque chose. Et ça suppose un objet défini, la peur. Alors que l'angoisse, c'est un état psychique de préparation. D'accord? Par exemple, on va me dire, aujourd'hui, à l'université, vous allez recevoir la visite de l'inspecteur qui est envoyé par le ministère. Je vais ressentir de l'angoisse, mais cette angoisse, c'est un état de préparation psychique pour affronter le danger. Donc, l'angoisse est une préparation psychique. Alors que l'effroi, c'est ce qui arrive dans l'au-delà du principe du plaisir et le texte de Ferenczi sur le traumatisme. Je reste, comme ça, pétrifié, dans un état de sidération psychique ou d'effroi. Ça veut dire que je n'ai pas la réaction nécessaire pour affronter le danger. Donc, peur, angoisse et effroi sont des attitudes psychiques par rapport à un danger. La peur, je répète, suppose que je connais le danger. Je vais affronter un danger que je connais. J'ai peur du froid, j'ai peur de la chaleur, j'ai peur de quelque chose. Alors que l'angoisse suppose un état de préparation psychique pour affronter le danger. Alors que l'effroi, ce par excitation, est complètement, on va dire, écrasé, ou il est en souffrance, ou il est anéanti, et donc ma capacité psychique est anéantie, et là, je ne ressens que l'effroi. Comme ça. مثلا واحد قاعد في البيت وسمع comme ça des bombardements, un tremblement de terre, il a آخره. Donc, c'est des états d'effroi et Ferenczi dit, le moi perd ses capacités de résistance et il n'arrive plus à défendre son propre soi. Mais ça va beaucoup plus loin que cela. Ça va beaucoup plus loin que cela, dans le sens où, comme il s'agit d'un enfant, que l'enfant n'a pas encore cette grande capacité psychique de dire non. Il dit non, mais pas tout le temps. Ta'ala ya ibni, la. Ta'ala binti, la. Donc, il peut dire non, mais pas en permanence. Compte tenu de l'attachement à un adulte, compte tenu de l'amour qu'il a pour l'adulte, surtout s'il s'agit du père, de la mère, de l'oncle ou de la tante, des gens qui sont proches. À ce moment-là, avec l'histoire de l'abus sexuel, l'enfant va s'identifier à l'agresseur. C'est le terme de Ferenczi, identification à l'agresseur, dans le sens où
cet agresseur, il n'est pas simplement à l'extérieur, et c'est ça ce qui est traumatique dans le trauma et tragique dans le trauma, c'est que ce n'est pas simplement à l'extérieur, l'agresseur devient une partie intégrante de la psyché, il est introjecté, c'est-à-dire il est à l'intérieur de moi-même, et dans ce cas-là, je réponds à sa demande avant même qu'il ne demande. C'est pour ça que dans les histoires d'abus, les enfants n'arrivent pas à dire non. Et des fois, ils ressentent, enfin, quand ils grandissent, j'ai des patients qui disent, mais pourquoi je suis allé moi-même? Pourquoi je ne me suis pas enfui? Pourquoi je n'ai pas couru? Pourquoi je n'ai pas dénoncé? Mais c'est simplement parce que, simplement, c'est très compliqué, mais c'est parce que l'adulte agresseur devient une partie à l'intérieur de moi et donc à ce moment-là, et c'est ça ce qui est très compliqué avec le traumatisme, c'est que je ne sais plus ce qui vient de moi et ce qui vient de l'autre. Est-ce que c'est lui qui m'a séduit ou est-ce que c'est moi qui suis allée comme ça le provoquer? Et donc, c'est une question extrêmement importante parce que il y a la culpabilité et il y a la honte. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes n'arrivent pas à parler parce qu'elles ont honte et elles pensent que c'était elles qui avaient sollicité l'adulte ou qui avaient séduit l'adulte. Tout ça pour dire que dans le texte que je vous ai envoyé, je commence par, si vous l'avez devant les yeux, je le reprends avec vous, parce que je l'ai intitulé vers une révision de la théorie de René Roussillon. Donc je commence maintenant, je vais vers le début. René Roussillon était un grand psychanalyste, c'est toujours un grand psychanalyste, mais il était à l'université de Lyon et il a beaucoup travaillé sur la question du trauma. Et le projet scientifique de Roussillon, c'était de faire rencontrer la théorie. Et donc, il s'appuyait beaucoup sur Winnicott et sur Bion. Et effectivement, chez Winnicott, il y a ce qu'on appelle les trois temps. Le X, Y, Z, que je vais vous expliquer, il dit, par exemple, le bébé, on imagine toujours l'histoire du bébé, son appareil psychique se trouve menacé par un flux d'excitation. Par exemple, il a faim, ça provoque une excitation. Il a soif, il a peur. Et donc, c'est le temps X. Dans ce temps X, il va faire appel soit à l'auto-érotisme, il a faim, il va prendre le pouce, d'accord, pour apaiser la tension, soit il va réactiver la trace mnésique, c'est-à-dire la trace de la satisfaction hallucinatoire, d'accord, de la satisfaction, et donc il va apaiser de façon hallucinatoire pendant un moment donné son excitation. C'est le temps X. À un moment donné, l'auto-érotisme, que ce soit le pouce ou bien l'hallucination, n'est plus suffisante pour répondre au traumatisme. C'est-à-dire, il a soif, il a faim, ou il a froid. La mère vient, ou le substitut, ou bien ce qu'on appelle aujourd'hui l'autre secourable. Alors, soit l'autre secourable arrive, tout va très bien, soit donc l'excitation ou bien la tension se poursuit et à ce moment-là, le temps Z, c'est quand il n'y a pas de réponse et ça met l'enfant dans ce qu'on appelle une terreur sans nom, ça c'est le terme de Bion, ou bien une agonie primitive. Moi, j'ai eu des patients comme ça, une patiente, les deux parents étaient médecins. Ils allaient
faire des gardes, c'est-à-dire il travaillait à l'hôpital la nuit, sachant qu'ici en France, euh, il y a encore, je dis encore, un espace de liberté dans le sens où euh, les gens euh, disent les jours où ils souhaitent faire les gardes à l'hôpital. Et donc, ils pouvaient très bien se relayer. Par exemple, monsieur travaille le lundi et sa femme travaille le mardi. Mais non, il laissait la petite fille de 3 ans avec son frère de 4 ans, donc tous les deux, et ils allaient les mêmes jours à l'hôpital. Premièrement, ce sont des traumatismes réels. Tout ça pour dire le traumatisme réel n'a rien à voir avec le traumatisme comme fantasme. Là, c'est des traumatismes réels. Et donc, ma patiente avec son frère, elle âgée de 3 ans, lui de 4 ans et demi, donc restée seule, des médecins ici ou ailleurs ont toujours la possibilité de payer une babysitter, par exemple, une personne qui vient garder les enfants. Et ma patiente me disait qu'elle était terrorisée, elle pleurait à chaudes larmes, et là on tombe dans la théorie Z, à savoir que l'autre secourable n'était pas là pour arrêter la tension ou l'angoisse ou le flux d'excitation pulsionnelle, et donc ça provoque ce qu'on appelle une agonie ou bien une terreur sans nom, selon la terminologie de Bion. Simplement, euh, ça, c'est vrai quand il s'agit d'expliquer le traumatisme. Mais simplement, je trouve que Roussillon généralise cette théorie à tort, parce qu'il y a le traumatisme collectif, les guerres, il y a les traumatismes individuels, etc., etc., etc. Mais en tout cas, tout ça pour dire que lorsque aussi on dit, aujourd'hui c'est une monnaie courante, qu'il n'y a de traumatisme que individuel, c'est faux, parce qu'il y a le traumatisme collectif, les volcans, les tremblements de terre, les guerres que connaissent Syriens, gens de Yémen, en Afrique, etc. Enfin, en Irak, donc il y a la guerre, c'est un traumatisme réel. Et donc là, Freud s'est trompé dans l'abandon de la neurotica, mais qu'une théorie n'exclut pas l'autre. C'est ça ce qui est très important, c'est qu'on peut travailler avec les deux théories. Et il y a quelqu'un en France qui travaille très bien aussi cette question du traumatisme, c'est Claude Janin. Et Claude Janin, c'est vrai qu'on a aussi un siècle d'avance par rapport à Freud, c'est-à-dire que Freud, c'était en 1895, études sur l'hystérie, on est en 2020, donc on a plus d'un siècle, et donc on a aussi avancé. Et donc, il y a cette chose-là, le traumatisme ou le choc qui vient perturber les capacités du moi, et donc ça fait comme un trou dans ce par excitation, mais Claude Janin aussi explique ce qu'est un traumatisme. Il explique un traumatisme dans le sens où il dit il y a un traumatisme positif et un traumatisme négatif. Et ça aussi, c'est très important. Un traumatisme positif qu'il appelle le traumatisme originaire. Il est nécessaire. Et il n'a pas une définition négative. C'est ce qu'il appelle le traumatisme avec fin. La séparation avec la mère est un traumatisme, mais il est nécessaire ce traumatisme. Aucun enfant
ne peut rester collé à sa mère. Dans ma clinique, j'ai vu un jour un garçon de 16 ans téter le sein de sa mère. La mère a sorti son sein et elle a allaité l'enfant, Lionel, qui avait 16 ans. Donc, c'est un garçon qui n'a pas vécu cette chose absolument nécessaire qui s'appelle maftoum, être vraiment sevré du sein maternel. Vous voyez? Donc, pour Claude Janin, il y a un traumatisme nécessaire et indispensable, c'est la séparation avec vraiment la mère comme objet premier, et il y a par contre ce qu'il appelle un traumatisme sans fin, c'est ce traumatisme dont nous avons parlé, à savoir guerre, abus sexuels, etc. Et ce que Claude Janin rapporte, c'est la question du collapsus psychique. Collapsus psychique, ça veut dire que je ne suis plus capable de dire ce qui est réel et ce qui est fantasmatique. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de l'autre? Ça, c'est une chose. Mais Ferenczi l'avait dit avant. Est-ce que ça vient de l'intérieur ou est-ce que ça vient de l'extérieur? Est-ce qu'il s'agit d'un traumatisme endogène ou exogène? Mais ça veut dire quoi? Est-ce que ça vient de l'intérieur? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Ça veut dire que je commence à douter de moi. Je ne fais plus confiance en mes organes de sens, en mon rapport avec la réalité. Est-ce que c'est moi qui ai bu l'eau? Ça, c'est vraiment le cas d'une patiente qui me dit, je ne sais pas si c'est moi qui ai bu le verre d'eau ou est-ce que c'est mon mari. C'est-à-dire, le rapport à la réalité devient complètement troublé, et si le rapport à la réalité devient troublé, ça veut dire que c'est l'identité qui est en souffrance. Je ne sais pas si c'est moi qui ai bu l'eau, si c'est l'autre qui a bu l'eau. Et donc, c'est ce que Claude Janin appelle le collapsus psychique. Ça veut dire une impossibilité de distinguer le dedans, le dehors, ce qui vient de l'intérieur de ce qui vient de l'extérieur. Et cette situation-là est génératrice d'une perte de sens de la réalité. Alors, le cas de Maria. Tout ça, c'est des cas. Maria travaillait comme femme de ménage dans une famille française extrêmement fortunée. Et elle a travaillé plus de 15 ans dans cette famille, à tel point que lorsqu'elle est venue me voir, elle m'a dit « j'ai perdu mes enfants ». Alors moi, j'ai pensé que ses enfants étaient morts, les 3 enfants. Et en fait, elle a perdu les enfants des employeurs parce qu'ils ont grandi et qu'on n'avait plus besoin d'elle. Mais en fait, quelle est son histoire aussi? Elle est tombée. Comme Monsieur B, elle a eu un traumatisme qui était dû à un accident de travail. Donc, Maria, pendant le travail, elle a fait une chute, elle est tombée et elle était en train de laver le chien. Donc, il y a toute une image. Ça veut dire qu'elle était en train de laver le chien, elle est tombée, et donc c'est comme un avilissement du moi et un sentiment, on va dire, un narcissisme négatif. Donc, elle est tombée, elle s'est fracturé le poignet, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale et on lui a installé une plaque pour ressouder l'os. Mais après, elle a décompensé. Elle a décompensé parce qu'elle n'arrivait absolument pas à accepter qu'on la licencie. Pour elle, c'était un traumatisme. Et la deuxième chose, c'est que c'est là où elle a décompensé, c'est-à-dire sur un mode paranoïaque. Elle n'arrivait pas à aller à l'hôpital pour enlever cette plaque
parce qu'il fallait 6 mois pour ressouder l'os. Au-delà de 6 mois, elle risquait quand même son poignet. Et donc, elle n'arrivait pas parce que le médecin allait profiter de l'anesthésie générale dans laquelle elle allait se trouver pour la tuer, comme le médecin a tué son père dans un pays de dictature. Donc, c'était la Grèce. Et elle disait, mon père était à l'hôpital et on n'a jamais su pourquoi il est mort, parce qu'il est allé pour quelque chose de très bénin et il n'est jamais revenu. Et donc, dans son travail avec moi, elle ne pouvait même pas me dire après, parce que j'ai travaillé, j'allais dire de façon très maternelle, dans un transfert maternel, pour essayer de sauver quand même son poignet, sa main. Et donc moi, je pensais à ses propres enfants, en me disant, il ne faut pas qu'elle perde la vie ou la main. Ses enfants, à elle, sont encore petits. Et, et finalement, donc après plusieurs mois de travail, on va dire acharné, elle a été à l'hôpital pour enlever la plaque, mais sans rien me dire, pour que je ne sois pas aussi la complice de son employeur et que je dise dans quel hôpital elle allait se faire soigner. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que à la lumière de ces exemples cliniques, on peut dire que le traumatisme ne se réduit pas à la neurotica abandonnée par le père de la psychanalyse. Et on ne peut pas dire que le traumatisme, comme chez Roussillon, euh, se réduit à l'absence de la mère, qui provoque la détresse de l'enfant et ce sentiment de détresse. Il y a des situations réelles, d'exil forcé, pas l'exil choisi. Moi, je vis en France, c'est un exil choisi. Mais il y a des exils forcés, comme dans les guerres, où les gens sont obligés de partir, sinon ils risquent leur vie. Il y a aussi des situations extrêmement précaires. Pères de familles sans emploi, dettes, surendettement, des familles qui vivent dans un espace très réduit, insalubre, ou dans des situations où le social précaire côtoie la précarité psychique. Ce qu'on voit aujourd'hui avec le confinement, par exemple, c'est qu'il y a le nombre de violences conjugales qui a augmenté. Le père et la mère, enfin l'homme et la femme qui vivent 24 heures sur 24 ensemble, il y a une montée des violences conjugales. Les violences aussi vis-à-vis des enfants. Avant, les enfants allaient à l'école et pendant, Hassab, Faransa, de 9h moins quart jusqu'à 4h30 ou bien 6h, les enfants étaient à l'école et donc là, on s'est rendu compte que l'école, ce n'était pas simplement un établissement scolaire, mais c'est un établissement de protection et des enfants qui ont, par exemple, des pères alcooliques, des mères dépressives, des pères violents ou des mères violentes, donc avaient une possibilité de se cacher à l'école et de vivre avoir une autre vie, en tout cas d'être dans une vie sociale différente. Et donc, avec le confinement, ce n'est plus possible. On se rend compte que la violence vis-à-vis des enfants est extrêmement forte aussi parce que ce sont des gens qui sont dans un espace réduit. Et donc, comme je l'ai dit, il y a la précarité psychique, alcoolisme, toxicomanie, dépression, mélancolie, etc., qui va avec la précarité aussi sociale. Et donc, je disais, après tout ce que nous avons vu pour ne parler que de la fin du XXe siècle et début du XXe, avec la guerre des Balkans, c'est-à-dire la terreur de la population en Bosnie, le Soudan avec Darfour, la Syrie et d'autres, Daesh, Boko Haram, etc., c'est vrai que la notion de traumatisme ne peut pas se réduire au premier modèle freudien et elle n'est pas simplement X, Y, Z. Hein, donc, la notion du traumatisme peut être tout ça, elle est beaucoup plus large
Et aujourd'hui, il faut voir comment la société aussi et l'histoire ont évolué. Aujourd'hui, on parle énormément du traumatisme euh, réel, de traumatisme réel qui pose des questions cliniques euh, extrêmement importantes et extrêmement difficiles. Par exemple, j'ai eu une patiente qui a été abusée par sa mère. Alors, on se dit c'est pas possible, mais si, tout est possible de point de vue clinique. La folie n'a pas de limite. Donc, la patiente a été abusée par sa mère alors, comment travailler avec elle? De point de vue transférentiel, je ne pouvais pas ne pas être autre chose que la figure maternelle, de point de vue transférentiel. Toute parole venant de moi était refusée parce que je la touchais par mes mots. Et je lui expliquais que en analyse ou en thérapie, on ne touche pas avec les doigts, parce que la mère touchait avec ses doigts, mais qu'on touchait avec les mots parce que c'était notre seule possibilité de travailler. Et elle a attiré mon attention sur ce que on sait, bien entendu, mais il faut des cas cliniques pour qu'on réalise davantage, à savoir que, en fait, la voix, elle est sensuelle, elle est aussi charnelle, elle est séductrice, et qu'il faut vraiment veiller pour qu'un mot ne vienne pas à la place d'un autre mot. Et donc, si vous voulez, la clinique ou la situation clinique, elle-même, elle devient porteuse de traumatisme. Et donc, la question du traumatisme est celle-là. Comment travailler? Ça, je l'ai vu beaucoup avec les patients syriens et irakiens. Comment parler du traumatisme? Parce que parler en thérapie ou en analyse m'amène à me dire il faut absolument que j'oublie, mais je ne peux oublier que si je raconte ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu. Donc, il y a un paradoxe. Et c'est pour ça qu'on dit une mémoire pour l'oubli, à savoir, ça passe par cette souffrance nécessaire pour que la personne arrive à oublier. Et ça, j'arrive à cette dernière chose que je voulais vous dire depuis le début, à savoir que, en fait, ce qui nous aide à distinguer la première théorie de Freud, la neurotica, à savoir, mon père ne m'a jamais touché, mon oncle non plus, le voisin non plus, mon professeur non plus, mais c'est moi qui fantasme parce qu'il y a ma complexité oedipienne, parce qu'il y a l'attachement excessif, parce qu'il y a ma sexualité infantile, parce qu'il y a mon fantasme. En fait, ce qui fait la différence avec ce que je suis en train de dire aujourd'hui, à savoir le traumatisme réel, et je vous ai donné tout à l'heure l'exemple des réfugiés syriens et irakiens, et aussi un exemple que j'ai eu il y a quelques années de Darfour, où on a coupé la tête à quelqu'un et on a demandé à son fils de jouer avec la tête de son père. C'est vraiment là, on arrive à l'horreur. Ça, c'est vraiment l'horreur. Et donc, la question, en fait, le terme métapsychologique qui nous permet de distinguer la première théorie de la seconde, c'est que dans la première, le terme métapsychologique ou le concept, c'est le refoulement. J'ai eu, comme dans le cas de l'hystérie, Elisabeth von Herr, j'ai eu un attachement pour mon père, mais compte tenu de l'amnésie infantile, je l'ai oublié parce qu'il a été refoulé. Donc le moi refoule, alors que dans le second, je ne peux pas oublier que j'ai joué avec la tête de mon père. C'est-à-dire que ce qui se passe là, ce n'est pas un refoulement, mais c'est le terme de clivage qui intervient. Alors soit la personne explose complètement dans le cas d'un traumatisme, soit elle fonctionne avec une double polarité. D'un côté, l'événement
a été vécu. Première partie. Seconde partie du moi, mais rien ne s'est passé. Et c'est ça ce que Freud a appelé le clivage du moi. Ça veut dire deux attitudes psychiques vis-à-vis de la même réalité. Il y a une qui reconnaît la réalité et l'autre qui dénie la réalité, et les deux cohabitent ensemble. Je vous donne un dernier exemple, celui de Sophie, qui était aussi une patiente à moi. Sa mère est allée la chercher à l'école, et donc après, elle récupérait Sophie et elle allait chercher l'autre petit garçon. Une voiture passe à toute vitesse et écrase le petit garçon. Et Sophie a été porteuse dans la parole de sa mère de cette responsabilité-là. Si ton petit frère est mort, c'est de ta faute. C'est parce que je suis allée te chercher que ton frère est mort. Si tu étais rentrée toute seule, ton frère ne serait pas mort, etc., etc., etc. Plus les enfants, enfin les habits ensanglantés du petit frère qui sont restés dans une valise qui était dans la chambre de Sophie. Donc Sophie dormait avec des vêtements qui appartenaient à son petit frère et qui étaient encore ensanglantés. Et donc 20 ans après, Sophie était ma patiente et il y avait toujours les vêtements de ce petit frère dans sa chambre. Lorsque son père est mort, à l'âge de 13 ans, Sophie n'a pas voulu, n'a pas pu gérer cette mort-là. Elle ne l'a pas acceptée, compte tenu de la série de traumatismes qu'elle a vécu. Donc, je vous ai dit, le moi peut exploser. Et, comme dit Freud dans un texte qui s'intitule la décomposition de la personnalité psychique, le moi éclate, dit Freud, comme un verre de cristal. Il éclate en plein de morceaux. Et donc, Sophie, quand elle est venue me voir sur le conseil de l'assistante sociale, parce que je travaillais beaucoup avec les assistants sociaux quand j'étais à l'hôpital, elle me disait que chaque dimanche, elle allait voir son père au cimetière. C'est ça le clivage du moi. Le moi est scindé et coupé en deux. D'un côté, il y a la reconnaissance de la mort du père. Elle allait au cimetière pour se recueillir sur la tombe de son père. De l'autre côté, son père n'était pas mort parce qu'elle lui apportait à manger chaque dimanche. Vous voyez? Et donc, face à un traumatisme réel, quand il est vraiment très très fort, comme les exemples que je vous ai donnés, donc le moi, en fait, c'est ça la clinique du sujet. Il n'a pas qu'une seule réponse ou une seule réaction. Il peut dénier l'événement, il peut accepter l'événement, il peut transformer l'événement en œuvre d'art, écriture, etc. Comme il peut complètement être anéanti et comme dit Ferenczi, comme un sac de farine. Mais donc nous sommes des fois avec des événements réels, mais les attitudes et les réactions des individus changent en fonction de leur constitution, en fonction de leur fragilité, en fonction de leur force et en fonction aussi et surtout de l'aide de l'environnement. Des fois, on ne peut pas tout seul s'en sortir, il faut qu'il y ait une aide, alors là, de l'État, du gouvernement, de la famille, des personnes qui environnent, ou ce que Winnicott justement a appelé un environnement suffisamment bon pour essayer de recoller. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel de ce qu'il fallait dire sur le traumatisme. Oui, docteur. أنا أوكي.
أنا رح أسأل الأسئلة les questions. OK. Alors là, j'ai parlé plus d'une heure, il reste juste 30 minutes. Oui, bien sûr. OK, Anna. Hanan, à quel âge devons-nous parler à l'enfant de la culture sexuelle? Bah, justement, il n'y a pas d'âge. Parce que là, ça dépend de chacun. Mais je pense qu'il faut laisser l'enfant découvrir lui-même, parce que sinon, ça serait du forçage dans l'esprit de l'enfant. Je vais vous donner juste un exemple. En France, après le mouvement de 68, il y a beaucoup de bandes dessinées qui ont été faites sur la sexualité expliquée aux enfants. Donc, ils montrent le bébé dans le ventre, comment fait le papa avec maman, etc., etc. Mais c'est très traumatisant pour un enfant, parce que ce que je disais, il n'a pas à sa disposition psychique la capacité de comprendre. Donc, les enfants, il faut les laisser. Mais bon, moi, j'analyse, je ne donne pas d'habitude des conseils, mais là, j'interviens en tant que citoyenne. Les enfants, je pense qu'il faut les laisser découvrir tout seuls leur petit à petit. Ils font leur cheminement. On n'a pas besoin de leur dire quoi que ce soit à ce sujet. Parce qu'ils posent des questions aussi. Ils posent des questions eux-mêmes, mais il faudrait peut-être répondre comme on répond à un enfant. OK. Est-ce qu'on peut dire que les fausses mémoires de trauma sont une forme de collapsus psychique? J'ai pas entendu. OK. Est-ce qu'on peut dire que les fausses mémoires de trauma sont une forme de Oui, collapsus psychique? ah oui, oui, ah oui, oui, oui. Parce qu'on ne peut pas savoir si ça vient de l'intérieur ou de l'extérieur, dedans, dehors. Il n'y a pas de repère par rapport à la réalité. Alors que normalement, nous avons un rapport très fort avec la réalité, normalement. Et le traumatisme, des fois, il confond les frontières. OK. Quel type de thérapie on utilise pour le traitement d'un enfant traumatisé? Mais ça dépend de quel traumatisme. يعني فيه يعني يبسط أكثر سؤال يعني quelle sorte de traumatisme? Est-ce que c'est un traumatisme, comme je l'ai dit, un véritable abus, ou est-ce que c'est comme Proust qui se sentait traumatisé parce qu'il attendait sa mère qui ne venait pas pour lui faire un bisou le soir avant de dormir, il l'attendait et elle ne venait pas très vite parce que il y avait des invités, elle préférait s'occuper des invités. Ce n'est pas le même traumatisme. Donc, vous voyez, donc ça dépend de quel traumatisme. Ah, OK. Ici, on est un traumatisme comme le vécu de la mort d'un fratrie, par exemple. J'ai pas entendu Yahiba. OK. Quel type de thérapie on utilise avec un enfant qui a vécu la mort d'un fratrie? Ah, oui. Bah, mais il n'y a pas une. Quand on dit quelle thérapie, la thérapie, elle est très importante, mais une thérapie faite par un thérapeute, comme toutes les thérapies classiques. Pas cognitive. Pas cognitive, ça ne. Une thérapie d'inspiration analytique. À partir, comme c'est un enfant, à partir des dessins, à partir des jeux, à partir de la pâte à modeler, à partir vraiment aussi de la parole. C'est comme dans toute thérapie d'enfant. Travailler justement sur qu'est-ce que ça, ça provoque chez lui la perte d'un frère ou d'une sœur, sachant que
un enfant, c'est quelqu'un de très, très fragile encore, parce que son moi n'est pas encore bien constitué. C'est un moi qui est encore très fragile, et parce que l'enfant pense, Freud parle de ça d'ailleurs, pense que si l'enfant est mort, c'est parce que lui, il l'a souhaité tellement fort. Si mon frère est mort, par exemple, c'est parce que moi, je ne voulais pas qu'il vive, parce que on partage l'amour de papa et de maman, ou bien de papa, et je voulais être débarrassée de lui. C'est pour ça que j'ai souhaité qu'il parte. Donc, ce qu'on appelle la pensée magique. Donc, dans la tête de l'enfant, ce désir a été réalisé, ce qui est une grande, grande source de culpabilité. Il faudrait un travail justement pour que l'enfant réalise qu'il n'a pas à se sentir coupable, que ce n'est pas parce qu'il a souhaité quelque chose de humain, hein, la rivalité fraternelle est humaine, que son désir a été exaucé. Donc il faudrait amener l'enfant à se rendre compte que on peut désirer une chose, mais que les désirs ne sont pas forcément réalisés. Donc, quel type de thérapie je ne sais pas comment, je veux dire, chaque thérapeute a sa manière, mais avec les enfants, c'est à partir, bien sûr, de la parole et à partir du dessin, à partir de la pâte à modeler. Enfin, il y a des médiations. On utilise des objets pour travailler avec l'enfant. Est-ce qu'on peut dire que le traumatisme collectif aide les gens à supporter la situation assez difficile? يعني شو يعني؟ يعني بشرح لك شو يعني بالعربي لما التروماتيزم بيكون على صعيد كولكتيف هيك بنصير بنتحمل احسن لانه كلياتنا مثل بعض. Euh, je ne sais pas. C'est pas que je ne sais pas. C'est que je comprends l'idée. L'idée, puisque nous vivons tous le même cauchemar, donc ça va m'aider à supporter. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Pas forcément. Pas forcément. Parce que en cas de traumatisme collectif, par exemple, je prends des exemples vraiment que je connais. L'exemple de, de cette femme qui voulait traverser la Libye pour venir en Europe avec ses 3 filles, et on lui a kidnappé, on lui a pris sa fille qui avait 9 ans. Elle a perdu une fille qui a 9 ans. Est-ce que le fait d'être comme toutes ces Nigériennes face au traumatisme, est-ce que ça va atténuer sa douleur et sa culpabilité de ne pas avoir su, comme elle dit, défendre sa fille? Je ne pense pas. Je ne pense pas. On sait qu'on n'est pas tout seul à avoir subi un préjudice, mais dans la douleur, on est seul, je crois. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Chacun vit le préjudice à sa manière. Si je prends les bombardements, que ce soit de l'Irak, de la Syrie ou de Yémen, est-ce que les gens ne vont pas être affectés par le traumatisme parce qu'il est collectif? Je ne pense pas. Ils sont affectés. Ils savent qu'ils ne sont pas les seuls, qu'il y a d'autres qui vivent la même chose. Mais la douleur, puisque j'écris maintenant sur la guerre et j'ai les témoignages des femmes syriennes qui sont sorties, des femmes de 60 ans qui disaient lèche, 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 lèche. Pourquoi? Ben non, elles étaient
elles étaient vraiment extrêmement traumatisées. Traumatisées. C'est vrai qu'on sait la différence avec le traumatisme de tout à l'heure. Celui qui a perdu son petit frère ou sa petite sœur ou son grand frère ou sa grande sœur. Donc celui qui a perdu quelqu'un dans la fratrie. Il peut tout à fait dire, mais c'est parce que je l'ai souhaité. Alors que là, c'est un traumatisme collectif. Donc ça ne peut pas être le fruit de mon souhait. Mais ceci dit, euh, la douleur est énorme pour chaque famille endeuillée. Pour chaque famille endeuillée, la douleur est terrible. Et justement, comment oublier la femme qui a été violée avec d'autres femmes violées? Est-ce qu'elle peut oublier? Est-ce que le viol de l'autre voisine va atténuer la douleur pour elle-même? C'est très difficile. C'est-à-dire que le travail thérapeutique va s'engager sur ce que j'ai appelé tout à l'heure le paradoxe, à savoir, il faut qu'elle en parle pour qu'elle puisse reprendre l'activité refoulante et le refoulement. Tant qu'il n'y a pas ce travail-là, ça va rester comme un kyste, مثل القرحة. C'est toute la différence, donc je répète, du traumatisme en tant que fantasme, à savoir j'ai une névrose parce que je suis trop attachée à mon père. Et être très attachée à mon père, c'est un traumatisme aussi. Il y a ça, c'est ce qui est fantasmatique, c'est ce que j'ai refoulé, mon fantasme, et j'ai refoulé mon envie d'être avec mon père, et j'ai refoulé la haine que j'ai pour ma mère parce qu'elle va avec mon père. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la complexité oedipienne. Elle est refoulée par définition quand il y a une constitution, on va dire, classique, névrotique et pas psychotique. Mais par contre, moi, je parle du traumatisme réel, c'est-à-dire ce qui vit, qui n'arrive pas à s'oublier et que j'essaie de l'écarter, mais qui reste. Viol, inceste, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, on a décapité le père et le fils, on lui a donné la tête de son père pour qu'il joue au foot avec. Donc ça, c'est Boko Haram, etc. Donc c'est vraiment des choses, si plusieurs vivent le même événement, ça ne veut pas dire qu'ils ne le vivent pas dans la douleur. Simplement, chacun aura une manière de réagir par rapport à l'événement. Oui. Comment on peut lier la théorie du trauma à notre situation actuelle, coronavirus? Bah, là, c'est ce que j'ai expliqué depuis tout à l'heure. C'est un trauma réel. Hein. C'est un trauma réel, à savoir que ça réactive d'abord toute une dimension paranoïaque. Hein. L'autre est forcément va me donner son virus et va me tuer. S'il me donne quelque chose, je ne peux pas la prendre. Et si je la prends, il faut que je me lave les mains, il faut que je mette du désinfectant, etc. Mais c'est extrêmement traumatique. L'autre, c'est comme dans Totem et Tabou. Et forcément, comme ça, dans mon angoisse, est forcément un assassin. Et ça, c'est vraiment le Totem et Tabou de Freud. L'autre, dit-il, est forcément un assassin. Donc, ça réactive le trauma, enfin, ça réactive. C'est un trauma dans le sens où je vis l'autre comme forcément un persécuteur et un assassin. Il est potentiellement un meurtrier pour moi. Donc, il faut que je l'évite. C'est traumatisant que chaque autre devient un assassin. Et d'ailleurs, en clinique, c'est extrêmement compliqué parce que nous avons eu l'obligation de ne pas ouvrir nos cabinets et donc les patients peuvent se sentir d'abord abandonnés, ce que j'ai expliqué, et deuxièmement, ils peuvent se sentir comme contaminants
comme potentiellement contaminé. Donc, ça réactive quand même toute cette dimension-là paranoïaque de l'autre persécuteur. Donc, c'est un véritable trauma. Est-ce qu'on On peut parlait de être confiné, ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a une recrudescence des viols conjugales, des enfants maltraités. Et tout à l'heure, ce matin, je faisais une supervision avec une psychologue par Skype, bien entendu. Et cette jeune psychologue me parle d'une patiente qui lui disait que quand elle allait travailler, c'est une patiente boulimique. Et donc, la patiente allait travailler et pendant le temps de travail, elle n'avait pas sa crise de boulimie. Alors que maintenant, elle est confinée chez elle et comme il y a cette angoisse de l'enfermement, eh ben, la crise boulimique est pratiquement interminable. Vous voyez, c'est un traumatisme. Mais pour moi, c'est un traumatisme, mais ce n'est pas une guerre. Voilà. Le confinement, parce qu'il n'y a pas de bombes qui descendent sur des individus. Donc, je fais une différence entre un traumatisme réel et un traumatisme de la guerre. OK. Est-ce qu'on peut... آخر سؤال. Yallah. Est-ce qu'on peut considérer que les infirmiers et les infirmières vivent maintenant une sorte de trauma? Mais bien sûr. En plus, يعني, chaque pays a sa façon de gérer. Mais si je prends les exemples de la France avec les masques qui manquent, ils ont montré hier un reportage des ambulanciers qui vont chercher des personnes âgées atteintes du Covid-19, du coronavirus, et l'ambulancier dit qu'il a un masque périmé, et donc il y a pour lui cette possibilité d'attraper le virus. Donc, bien entendu, les infirmiers, les médecins, les pharmaciens, les personnes qui travaillent dans des grandes surfaces, dans les supermarchés, tous ces gens-là. Et là aussi, on voit très bien que ce virus-là, ou le coronavirus, j'espère qu'il va lancer une discussion sur ce qu'on connaît et dont on ne parle pas souvent, c'est-à-dire la précarité. Il y a par exemple les SDF, les sans domicile fixe, les homeless. Ceux-là, ils n'ont pas cette possibilité même d'être confinés, ils vivent dans la rue, donc ils sont exposés plus que n'importe qui aux effets du corona et à la possibilité d'être contaminés. Et deuxièmement, il y a les réfugiés afghans, syriens, soudanais, etc., qui vivent dans la banlieue parisienne. Et donc, ceux-là, ils sont dans des tentes et ils n'ont ni savon ni eau. Donc, s'il y a le corona, سيتفشى في الجميع. Donc, effectivement, c'est traumatisant. Traumatisant, pourquoi? Parce qu'il y a la menace de la mort. OK. Merci beaucoup, docteur. Merci, خلاص docteur. يا جماعة، مع السلامة. Merci. Bye Merci. bye, docteur. Bye. Bye.